bienvenue dans l'Instant Paillettes, l'émission qui parle de l'art dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, on va parler d'art contemporain. Il nous surprend, il nous agace, on le comprend pas toujours, mais aujourd'hui ça va changer parce que j'ai le plaisir de recevoir Lola. Lola, malgré son jeune âge et malgré qu'elle soit encore étudiante, elle a déjà un sacré palmarès et un univers bien à elle que j'ai hâte de vous faire découvrir. Bonjour Lola, merci. Salut Marc. Alors parle-nous un peu de toi, tu nous viens du sud de la France. Exact. Enfin, je vais me dire que je suis du sud de la France parce que j'y ai fait l'adolescence, mais je suis pas vraiment native du sud de la France. Je suis de Normandie à la base, mais j'ai fait le plus gros du gros à côté de Montpellier, à Béziers. Et comment t'as commencé l'art? Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'attire? J'ai eu la chance, malgré que j'ai été une élève assez turbulente, d'avoir des profs qui m'ont pas lâchée. Et en l'occurrence, j'ai une professeure d'histoire de l'art. Je m'y étais inscrite parce que les copains m'avaient dit tu vas voir, c'est des points, enfin des notes faciles à obtenir. Un jour, je me décide à arrêter parce que j'étais frustrée de voir les copains finir à 15h et moi aller à ce putain de cours d'histoire de l'art. Et cette professeure me dit mais j'ai vu un truc pour toi, il y a un stage à l'école du Louvre à Paris et j'aimerais que tu le fasses. C'est un stage égalité des chances parce que l'école du Louvre c'est une école qui accueille des élèves avec déjà un très bon niveau et aussi une aisance financière. Donc quand elle me dit ça, moi j'allais pour lui dire que j'arrêtais et elle me trouve un truc pour continuer encore plus haut, encore plus À ce moment-là, t'étais dans le sud. Et à ce moment-là, j'étais déjà revenue en Normandie. D'accord. J'avais 17 ans. Et du coup, je me suis complètement laissée embarquer par son projet. J'ai fait ce stage à l'école du Louvre. J'ai pas eu le concours parce que l'école du Louvre c'est quand même corsé. Mais du coup, j'ai eu une semaine pendant ce stage où je suis allée au musée pour une des premières fois de ma vie. J'avais déjà été au musée, mais c'était une des premières fois de ma vie où j'allais au musée et je ressentais quelque chose. Et donc là, déjà, il y a un truc qui se décoince. Et donc je rentre au lycée en ayant fait ce stage. Plus tard, du coup, j'apprends que j'ai raté le concours, mais c'est pas grave. J'apprends qu'il y a les Beaux-Arts à Rouen. Et j'ai tenté ma chance et là j'ai été prise. À 18 ans, tu es aux Beaux-Arts. Tu fais combien d'années là-bas, à Rouen? Donc à Rouen, je vais faire 5 ans, l'équivalence d'une licence. Ah, t'as fait 5 ans à Rouen? Et le master. C'est assez commun aux États-Unis et en Angleterre, mais c'est un master qui le voit le jour en France. C'est pour former des jeunes auteurs, autrices. Entre-temps, tu as fait quelques prestations, quelques lives. Je pense en particulier à ces images qu'on voit actuellement où tu es dans une maison, mais ça parle plus que ça. Peux-tu raconter ce projet, comment c'est arrivé et de quoi ça parle exactement? Faut savoir que depuis un certain temps, j'avais une espèce d'obsession pour les maisons. J'avais déjà fait une construction en carton d'une énorme maison dans le cadre de mes études aux Beaux-Arts à Rouen. Et puis, donc après les Beaux-Arts, je suis arrivée à Paris donc pour faire ce master de création littéraire. Et donc, je faisais des petites scènes ouvertes par-ci par-là. Et en l'occurrence, en fait, ça a un peu rien à voir avec les scènes ouvertes à la base parce qu'il y a la rencontre entre les milieux libertins, fétichistes et artistiques. Je crois que je peux dire le nom. Il y a un célèbre club, place de Clichy, Cris et Chuchotements, qui a développé une programmation artistique au sein de son club libertin. Et donc, il y a des lectures qui ont été organisées. Donc, c'est des soirées, pour le coup, où tout sexe est prohibé, mais où on se sert de ce lieu pour lire des textes, déclamer de la poésie. Et donc, la personne qui organise ça, Luc, propose de couper ces scènes ouvertes toujours par un petit show, un petit spectacle, où un artiste est invité. Et donc, étant lectrice régulière lors de ces soirées, il a fini par me proposer de créer un spectacle, enfin de proposer quelque chose plus qu'une lecture. Et donc j'ai eu un mois pour préparer quelque chose. Donc j'ai proposé une espèce d'analogie, métaphore autour de la femme maison. Et donc j'ai créé cette petite maison en carton avec mes petites mains. Et donc j'ai repris une chanson d'Anne Sylvestre qui n'est pas la plus connue de sa discographie, qui est la chanson Douce Maison. Je me la suis un peu accaparée. Et donc j'ai créé cette scénette un peu théâtrale, un peu comédie musicale qui aborde la notion de consentement. L'idée qu'une femme, ici maison, puisse être jolie, aguicheuse parfois, mais lorsqu'elle dit non et lorsqu'elle ferme ses portes et ses fenêtres, c'est un non qu'il faut respecter. C'est non. Non, c'est non. Mais on voit dans ce petit spectacle que
Non, non c'est non, ça n'existe pas toujours. En tout cas, c'est pas toujours bien compris par la gente Malheureusement. masculine et féminine parfois. C'est vrai. Tu as fait raison de le dire. Là, tu as été pris en résidence dans un des plus grands squats et plus connus squats artistiques de Paris, le 55 rue de Rivoli, qui est un squat incroyable qui existe depuis 25 ans maintenant. Raconte-nous un peu ce que tu vas y faire. Du coup, le 59 Rivoli, je commencerai a priori le 16 janvier. L'idée au 59 Rivoli, toujours dans l'usage du carton, qui est propre à ma pratique artistique. L'idée, ce serait d'être le tabac ambulant du 59 Rivoli. C'est-à-dire que dans ma pratique plastique, j'ai développé une forme euh, des espèces de livres d'artistes avec du papier à cigarette. Et en fait, j'ai commencé à décliner ces œuvres sous plein de formes différentes. Et donc pour le 59 Rivoli, l'idée, ça va être de me construire un peu mon petit shop, mon petit tabac en carton. Et une fois que le tabac en carton sera construit, eh bien, on m'y retrouvera dedans, tapé à la machine à écrire, des feuilles de tabac à rouler, des pochons, du papier en tout genre, de sorte à faire des petits livrets, des petites éditions. L'idée, c'est de jouer sur le tabac et comme j'aime bien travailler la notion de dupe, l'idée, c'est en apparence de voir un tabac et de... on va entendre Raoult. Euh, Ouais, de tromper un peu le visiteur, que ça ait l'air d'un tabac et quand on rentre dedans, que toutes les formes, les paquets de cigarettes, les paquets de feuilles, quand on les ouvre, on se retrouve surpris à y retrouver de la poésie, des dessins. L'entrée est libre, normalement. L'entrée est libre au 59 Rivoli, c'est ouvert 6 jours sur 7. Donc, le lien sera en description, évidemment. N'hésitez pas, elle sera là pendant au moins 3 mois au 59 rue de Rivoli. Et sincèrement, c'est un squat qu'il faut de toute façon visiter au moins une fois dans sa vie, parce qu'il est absolument incroyable. Alors vous savez, dans l'instant paillettes, on ne fait pas que des interviews classiques, on fait aussi des anecdotes, des concours, avec un gage pour le perdant. Toi, t'as un gage à nous proposer aujourd'hui. Ouais, j'ai C'est un quoi? petit gage pour toi, le Ou, chanteur que tu es. ou pour toi? Ah non, s'il y en a un pour moi, ce sera à toi de le choisir. Mais moi, en tout cas, on pourra pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le matériel. D'accord. Mais l'idée, ce serait que tu nous interprètes une chanson, pourquoi pas un bon vieux Jacques Brel avec émotion, mais sous hélium, les ballons à l'hélium. Vendu. Allez, Vendu. Si je perds, de toute façon, il y aura la vidéo plus tard, mais vendu. Ok, est-ce que tu veux commencer ou je commence les anecdotes? je t'en prie, Je commence. commence. Alors, l'instant paillette, anecdote. C'est parti. Regarde la caméra pour les vues. Cliquez, commentez. Comment il est ce chien? Alors, puisqu'on parle de performance, moi j'ai eu une performance donc, au 59 rue de Rivoli, en fait par une copine qui, son délire, c'était de faire le lien entre l'art classique et l'art contemporain. C'est-à-dire Mhm. qu'elle avait une statue, enfin une reproduction de statue de David, d'un côté, elle avait une statue de David, mais en art contemporain de l'autre côté, et moi j'étais au milieu, en body painting, et je faisais la statue, je faisais le lien entre le classique, et je faisais le lien, et donc je vais rester en statue body painting, donc, À poil à poil? à poil, mais tout peint, enfin habillé par la peinture, un peu comme le Crazy Horse, mais en peinture, avec une pose de David. Euh, et pour faire le lien entre la statue de David classique et la statue de David Donc toi, on te rangeait contemporaine. dans quelle époque alors? Bah, entre les deux, c'est moi, j'étais le lien. J'étais le lien Ok. entre les deux. Et ça a duré je pourrais pas dire, je dirais 2 semaines. J'ai fait ça pendant 2 semaines, 6, ouais, 2 semaines environ. Ok. D'après toi, est-ce que cette histoire est vraie ou totalement mytho? Tu peux Deux poser des semaines, questions. ça me paraît un peu gros quand même. Moi, je dirais fake. Je pense que c'est fake. Ouais. Je pense que 2 semaines. Alors toi, tu vas rester 3 mois là-bas, mais moi 2 semaines, Non, mais la performance, elle est super longue. Ah Deux mais deux semaines à semaines, faire la statue. 2 semaines, quelques heures par jour, pas 2 semaines. Ok. Non, mais je vois pas l'intérêt de faire durer le truc 2 semaines. Je sais pas. Moi, je dirais fake. C'est vrai? Pardon. Eh ben cette histoire
est totalement fake, évidemment. Est-ce que j'aurais envie de me rester en statut, la caquette à l'air pendant toute la journée? La réponse Non. est non. Non. Donc, un point pour toi, Léa. À toi. Lola! Lola. Il l'a déjà fait 2 fois aujourd'hui. Donc, un point pour toi, Lola. Ok, donc je raconte mon anecdote. Oui. Ok. Ce qui est dur, c'est que je raconte trop d'anecdotes. On se connaît un peu, toi et moi, donc C'est j'espère que je vrai. t'en ai pas déjà Faut que je fait. raconte comment on se racontait tous les deux, parce que l'histoire est folle. Mais bon, ah oui, oui, ça fait. Ok, anecdote. Parle bien dans le micro. Du coup, je bossais en galerie, enfin, c'était un service civique dans une petite galerie qui ouvre à Rouen. Et donc, il y avait l'inauguration de la galerie à préparer et la patronne de la galerie était très préoccupée à l'idée de faire du vin chaud. Elle était dans son petit coin à faire son vin chaud et moi, du coup, je suis étudiante aux Beaux-Arts à cette époque-là. Je commence à prendre un peu mes aises, penser un peu scénographie, ça y est. Il y a une grande statue qui était larguée au coin de la galerie et je me dis merde, cette statue, elle est vraiment chouette. Enfin, on devrait la mettre plus en valeur, quoi. Et donc, je me décide à prendre la statue qui devait peser aussi lourd que moi et être aussi grande que moi. Et donc, je prends cette statue et je vais pour la déplacer. Et au moment de la reposer, en fait, Mhm. euh, bah, je m'éclate avec la statue. Ma patronne était au téléphone avec son deuxième associé en haut-parleur et le mec lui dit mais c'est quoi que j'entends? Et la patronne qui dit bah c'est super, c'est Lola qui vient de niquer la statue de tel artiste, la statue qui valait le plus d'argent dans la galerie. Et pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, mais vraiment j'ai été vraiment gruge ce jour-là parce que donc je viens d'éclater la statue et la nana me demande déjà d'arrêter de pleurer parce que je fonds en larmes et elle me dit tu fais des photos pour les assurances et sauf que moi j'étais complètement perdue, j'avais commencé à passer le balai et donc je lâche le balai, je lâche la balayette et je fais la photo et donc il y a la pelle et la balayette au milieu des débris et en fait la nana avait juste envie de me tuer quoi parce que comme on est en art contemporain bah on sait plus si le balai, la balayette fait partie de l'œuvre ou non. Et donc la photo est ratée, je remets les débris dans un carton, je trouve pas de scotch, donc je coince le carton comme je peux. Finalement, quand la nana vient pour porter le carton se rouvre et les débris se recassent une seconde fois. Et, euh, et donc voilà l'anecdote, c'est service civique où la seule chose que j'ai faite, c'est casser une statue, la plus chère de la galerie. Elle était en quelle matière, la statue? Alors l'œuvre était vraiment chouette. C'était un buste en plâtre qui a en fait été recouvert d'un sac poubelle. Et il y avait un système de ventilation à l'intérieur de la statue. L'œuvre s'intitulait Agonie. C'est une œuvre d'un artiste rouennais, Simon Niquez, on va quand même le citer. Et donc ce système d'aspiration faisait que les traits, le visage de la statue apparaissait quand le sac poubelle épousait complètement son visage, quoi. Donc bah moi j'ai mis fin à l'agonie de cette statue, je l'ai brisée. J'y crois pas. J'y crois pas une seule. Je crois pas une seule seconde. Non. Puis bah, j'aimerais bien, moi non plus, que ce soit pas vrai, mais malheureusement, si, C'est vrai? j'ai vraiment pété cette statue et je suis vraiment passée pour une moins que rien dans ce service civique. 2 points pour toi. L'hélium se rapproche. À moi. Moi, j'aime beaucoup voyager. Ah, attends, avant, je vais te raconter comment on s'est rencontrés tous les deux, parce Ouais, que ouais. l'histoire est folle. En fait, moi, je suis sur un petit bateau, j'habite sur un bateau. Le bateau à côté de moi, c'est un bateau qui est très joli, mais pas du tout habitable. Et un jour, je me réveille, j'ouvre la porte, et je vois Lola apparaître. En fait, le bateau appartient à des amis à elle, et il lui avait prêté pour qu'elle puisse dormir dessus. Et je sais qu'il n'y a rien. Donc, je dis bonjour, est-ce que ça dirait de venir prendre le petit déjeuner sur le bateau? Je l'avais jamais vu. Hein. Elle dit ok, et elle arrive, et elle était en petit t-shirt, petite culotte. Et donc voilà comment cette fille, que je connaissais même pas le nom, se retrouve chez moi 10 secondes plus tard pour prendre le petit déjeuner en petite culotte, alors qu'on se connaissait pas. Et
Quand j'ai refait la scène dans ma tête, je me suis dit, mais dans quel monde ça se passe un truc pareil? Où tu dis bonjour à une inconnue, et 10 secondes après, elle vient chez toi, prendre le café, sans même le temps de mettre un pantalon. C'était vraiment très cinématographique parce qu'en fait c'est vraiment un tout petit voilier, donc je hisse la planche de bois, il fait très chaud en cette fin d'été et je sors ma tête du matin, voilà. Et donc Marc qui avait presque déjà le café préparé, qui me dit un petit café voisine. Et donc bah moi j'enquille en effet en culotte, t-shirt. Raoul était de la partie aussi. Et j'ai fait 3 mois, ouais, 3 mois sur ce petit Ouais, bateau. c'était très drôle. Ouais. Anecdote numéro 2. J'aime beaucoup voyager. Et là, je pars en Thaïlande. Il faut savoir qu'en Thaïlande, en tout cas à l'époque, quand tu as de l'argent, tu pouvais louer ce que tu veux. Il y a une voiture, une moto, un bateau, un hélico, enfin voilà. J'avais pas le permis moto, mais j'ai envie de me taper un kiff. J'ai loué une Harley Davidson. Bon, j'avais fait avant, évidemment, avec un pote motard. J'ai appris à débrayer, embrayer, voilà, enfin, la base, quoi. J'étais avec un pote qui habite là-bas, en Thaïlande. Et donc, on prend la moto, on va se balader, on se retrouve dans un espèce de petit village tout paumé, dans un rat tout paumé, dans un bar. Et là, arrive un gang de motards thaïlandais. Ils nous voient, ils commencent à taper, ils discutent avec nous, et on sympathise. Et on a fait un road trip avec eux. Ils nous emmènent avec eux. Venez, ils nous emmènent avec eux. Et voilà comment j'ai fait un road trip avec des Thaïlandais, des espèces de Hells Angels thaïlandais au fin fond de la cambrousse thaïlandaise pendant 2, 3 jours. Ouais, j'y crois fort. Tu crois fort. Ouais. Tu me vois sur un motard. Franchement, tu vois. Ouais. Bah cette histoire est totalement mytho. Mais C'est dommage. j'aurais des histoires ça va raconter sur la Thaïlande parce qu'il m'est vraiment arrivé des trucs de ouf. Mais ça sera dans d'autres émissions. Restez connectés, abonnez-vous pour ne rien perdre. La petite chose qui est sur mes genoux là. Donc venez avec moi à l'école des Beaux-Arts à Rouen, c'était un peu la mascotte. Et un beau jour, une collègue étudiante pour un projet avait fait tomber un avocat, le fruit. Tout le monde vient me voir, il me dit Lola, il y a Raoul qui est en train de jouer avec un avocat dans la cour et tout. Et je dis oui, bah laissez-le jouer quoi. Et parce que moi je sais pas que l'avocat c'est toxique déjà pour le chien. Et puis du coup l'avocat encore entier comme ça a un peu du coup l'apparence d'une balle et je me dis il va le traîner mais il se passera rien. Du coup des collègues ont insisté pour lui retirer l'avocat de la bouche. Sauf que Raoul a son caractère et donc pour pas qu'on lui retire de la bouche, il a rien trouvé de mieux à faire que d'avaler l'avocat tout rond. Et donc, quand on remonte dans mon atelier et qu'on me dit Lola, Raoul a avalé un avocat en entier, je dis mais non, mais n'importe quoi. Il peut pas avaler un avocat en Bah oui, entier, quoi. c'est un peu gros quand même un avocat Voilà. pour un petit gosier. Et en fait, vraiment tout le monde m'alerte, insiste en me disant non, non, mais il faut vraiment l'emmener chez le vétérinaire vite, vite, vite. Et donc, on va chez le vétérinaire. Et donc, j'explique au vétérinaire que le chien vient d'avaler un avocat en entier. Et la vétérinaire me dit que c'est pas possible. Et les collègues qui m'accompagnent lui disent si, si, c'est possible. On vous dit qu'il l'a fait. Et donc, la vétérinaire m'explique qu'elle va être obligée d'appeler un confrère d'une autre clinique pour lui demander comment s'y prendre. Est-ce qu'on essaie de lui faire revomir ou est-ce Un on avocat. l'ouvre directement? Non. Et je pense que la- pas l'avocate, mais la vétérinaire, jusqu'au bout, se dit, mais c'est pas possible, il l'a pas avalé en entier, cet avocat. Et en fait, ils vont opter pour la technique de lui faire recracher. Donc, il va recracher l'avocat en entier, quoi. Comment ils ont fait? Ils lui ont mis 2 doigts dans la bouche? Non, non, bah là, on l'aurait enfoncé encore plus, l'avocat. Non, non, je crois Attends, l'avocat il était où? Bah, l'avocat, il était, je sais pas exactement, mais il était pas dans sa, J'y crois pas, c'est pas possible. Déjà, il avale l'avocat, il doit se coincer dans la gorge, donc là, au bout de 30 secondes, Eh il meurt asphyxié parce qu'il peut pas n'y- respirer. je n'y crois pas, la vétérinaire n'y croyait pas, je n'y croyais pas. Et l'avocat a bien été recraché en entier. Je sais que l'avocat est vraiment toxique pour les chiens, l'avocat, le raisin, Ouais. le chocolat, c'est très connu. Mais Je pense que ça sera la seule vraie info de cette histoire. L'avocat est toxique pour les chiens. non, non, ni moi ni Raoul ne mentons. Je pense que cette histoire est mytho. Non, cette histoire est vraiment vraie. L'histoire est vraie? L'histoire est vraiment vraie, c'est dingue.
Ça fait 3 points. Ah, Mais est-ce il a que bien ça fait poussé. prendre de la valeur à l'œuvre d'art? Non, parce que quand tu vois qu'il y a des bananes Eh oui, oui, en plus. scotchées qui vaut des millions, un avocat gobé par un chien et recraché par un chien, moi, franchement, j'en fais quelque chose. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette œuvre de Maurizio Cattelan, cette banane accrochée au mur? Je pense que tant qu'il y a des pigeons pour acheter, il y aura des mecs pour vendre. Non, vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. Purée. Toi, t'aimes bien? Mais oui, j'aime bien parce que en fait, ça dénonce en fait ce que tu viens de dire. Ça dénonce l'industrie de l'art où en fait Maurizio Cattelan, c'est un mec qui est conscient que Ah, il a un t'as nom, raison, c'est une industrie, t'as il raison. cote. C'est un putain d'artiste et en fait, il se joue de déjà son propre nom à lui parce que c'est lui qui peut faire ça. Moi, je peux pas scotcher une banane au mur et dire que je me fous de l'industrie de l'art parce que en fait, ce qui fait que ça marche avec lui, c'est que c'est Maurizio Cattelan et qui a été exposé à travers le monde, qui est reconnu à l'international. En fait, de scotcher cette banane et de la faire vendre des millions, c'est vraiment se foutre de la gueule de l'industrie de l'art. Et moi, c'est un mec que je trouve Ouais. tordant de rire, Maurizio Cattelan, qui a des œuvres plus perchées les unes que les autres, mais qui sont pas perchées pour être perchées. Il y a vraiment du sens à ce qu'il fait. Il y a du sens, mais derrière, le mec qui achète, pourquoi, en fait? Pourquoi il va acheter des millions une banane qui va pourrir? Ah, ça, bonne question. L'art, c'est aussi une industrie. C'est-à-dire que les gens achètent un tableau, le tableau prend de la valeur, ils vont le revendre Ah, mais c'est un plus des cher. piliers fondamentaux Et de l'économie mondiale, si tu bien veux, sûr, l'art. et en France, il y a beaucoup de niches fiscales dans l'art donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pour payer moins d'impôts vont acheter de l'art, sachant que derrière ils vont le revendre généralement plus cher puisque ils espèrent, enfin c'est des placements en fait. Donc il y a l'art, mais là en fait tu vas payer des millions une banane qui va pourrir et donc tu vas perdre des millions. En fait, si tu vas acheter le mec vient de c'était vendu combien? 1 million, 1,6 million. 5,2 millions de dollars, 6,2 millions d'euros. Et quelque part, le mec vient de se faire 6 millions en disant je me fous de la gueule du système. Enfin, il y a quelque chose d'assez antinomique. Après, oui, bien sûr. Voilà. Je me fous, bah écoute, tu te fous de la gueule, les 6 millions, tu donnes à une sauce, et puis là tu seras raccord avec toi-même. Mais là, t'as mis une banane, t'as gagné 6 millions. Non, moi, je trouve ça fou. Mais je comprends, tu vois, c'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est que je comprends le concept qu'il voulait faire. Ça va être très très vite parce que je vois que t'as beaucoup de tatouages. Ok. Moi, j'en ai 3 tatouages et il y en a un que j'ai fait totalement bourré à Las Vegas à 2 heures du matin. Vrai ou faux? Vrai ou mytho? D'abord, c'est quoi ce tatouage du coup? Il représente quoi? Alors, mon meilleur ami est parti se marier à Las Vegas, marié par Elvis Presley, complètement fou. Et c'était un vrai mariage, hein. D'abord, tu signes les papiers avec un vrai juge, tu donnes de l'argent parce que t'es aux USA, donc d'abord tu payes. Et après, t'es marié à une cérémonie par Elvis Presley. On avait rendez-vous à un restaurant qui s'appelle le Heart Attack. Le Heart Attack, c'est un restaurant où le menu fait 5000 calories. Il faut savoir que Ok. un homme normal mange environ 2000 à 2500 calories. Et les serveuses sont habillées en infirmière sexy, et si tu manges pas tout, tu te prends une fessée par l'infirmière. Wouh! Non, c'est totalement fou. J'arrive et en fait, je me paume dans le vieux Las Vegas. Je fais pas le malin parce que il y a le Las Vegas clinquant touristique et là, il y a le Las Vegas un petit peu ghetto. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, finalement, je finis par me retrouver. Donc, j'arrive 2 heures du matin, on boit bien, on boit, on mange, on boit, on est chaud. Et là, ils me disent, dis oui. Je fais oui à quoi? Regarde, eux, ils étaient arrivés 2 jours avant. Parce que moi, je bossais. Elle a fait le cœur. Elle a fait le pic. Elle a fait le trèfle. Il manque le carreau. Comme ça fait un carré d'as. Tu vois, les 4 potes, carré d'as. Ok, l'idée est pas non L'idée est plus bien. complètement folle. Enfin, je veux dire, le Donc, moi, je dessin en fais, lui-même. oui, ok, très bien. 2 heures du matin, on marche dans Vegas. On trouve un espèce de tatoueur ouvert. On rentre. Bonjour. Ah, c'est pour faire un carreau, s'il vous plaît. Et le mec commence à me faire un carreau. Au bout d'un moment, moi, je voyais pas le carreau. Et un pote dit, oh, putain, le con. Il a fait le carreau en noir. Alors qu'un carreau, c'est rouge. Enfin, tu vois, n'importe quelle carte, en plus à Vegas, bref. Le carreau, c'est rouge, il n'y a pas de carreau noir. Ouais, mais vous lui avez pas expliqué, vous lui avez dit fais-moi un Bah, carreau. un carreau à Las Vegas, tu veux quoi? Ok, ok, ok. Enfin, pardon. Là, le mec devient blanc, il s'imagine déjà qu'on va le poursuivre ça en justice. Je sais pas, il se dit ça. Je fais, bah, en plus bourré, je fais, ouais, écoute, attention, c'est trop tard. Où ça, sur quelle partie du corps? Dans le dos. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec un carreau. Ouais, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Il
me semble en plus que j'ai déjà entendu l'histoire du mariage à Las Vegas, ne serait-ce que le mariage. Le mariage, oui, mais le tatouage. Ouais, mais pourquoi pas, allez, ça va dans la lancée de ce mariage, un peu de folie. Et bah, cette histoire est totalement vraie. Ah. Il est sur ma nuque. Et pour la petite histoire, ma meilleure amie, celle à qui j'ai fait croire que j'étais enceinte, le lien en description pour l'émission précédente. T'as pas vu cette émission? Non, désolé. J'avais un gage, je t'enverrai en fait, et mon gage c'était de faire croire à mon amie que j'allais être enceinte. Et ben écoute, tu verras, tu regarderas. Ok. Regardez. Et ma meilleure amie, donc petite sœur de cœur, s'appelle Caroline, donc ça fait aussi Caroline, Caro, protège mon cul. Voilà. Et pour un petit info, Kinya, avec qui j'ai fait cette émission, on va être en concert le 6 janvier chez Adèle. Lien en description aussi. Venez nous voir, ça va être cool. 4.1. Il y aura une vidéo plus tard, restez connectés, abonnez-vous pour pas la manquer, où je chanterai du Jacques Brel sous hélium. Yeah. Mais il y a quand même ta dernière anecdote. Dernière anecdote. Sérignan, un petit bled en bord de mer, du coup en Occitanie. On avait un jeu avec mes copains de l'époque. C'est que du coup on était tous scolarisés dans un lycée. Mais le jeu, c'était d'aller dans le lycée de l'autre, de D'accord. rentrer dans le lycée de l'autre. Bon, je pense qu'on a tous joué à ça à un moment. Non. Et, et en fait, il y avait ce nouveau lycée dans cette ville, Sérignan, en bord de plage, nouveau lycée, flambant neuf, juste à côté. Un truc typique du sud, on appelle ça les paillotes. Et donc chez Bébert, et donc c'est vraiment le refuge, le squat, on peut ramener à manger de l'extérieur, on consomme rien de la paillote, mais on pose tous sur la paillote, enfin bref. Et donc on se cache dans une petite ruelle derrière la paillote, parce que si le mec qui gère la paillote est super sympa, s'il y a un truc qu'il tolère pas, c'est fumer les pétards et tout ça, il nous dit vous allez faire ça ailleurs. Donc on va dans une petite rue adjacente, et on a 15-16 ans, on fume un petit joint, on est tous hilars, c'est cette époque où ça nous fait beaucoup d'effets, c'est super. Et attention, je ne fais pas L'apologie l'apologie de la drogue, hein, mais expérience de jeunesse. Et donc, parce que ça rentre en jeu, parce qu'en fait, on entend le ronronnement d'une voiture arriver. Et je me souviens, je dis aux copains, je dis attention, faut qu'on se pousse parce que là, je crois qu'on va avoir une sacrée voiture qui va arriver. Et donc la voiture s'insère dans la rue, super caisse, vitre fumée à l'arrière, et on voit un mec cheveux blonds en train de conduire la bagnole, et je dis putain les gars, c'est Claude François, c'est Claude François, parce que c'est impossible que ce soit Claude François puisqu'il n'est plus parmi nous. Mais je sens qu'il y a un truc quoi, que ce mec-là je l'ai déjà vu, on le connaît, et donc on est tous comme ça comme des petits sauvages autour de la voiture, en train de se dire mais c'est qui ce mec, elle est incroyable la voiture, et le mec ouvre la fenêtre, super sympa, et je fais mais putain c'est Patoche, c'est Patrick Sébastien quoi, et moi vraiment Super, c'est génial. C'est que de l'amour les gars. c'est que de l'amour. Et le mec super sympa nous explique qu'en fait il y a un studio d'enregistrement juste là, nous on fume tous les jours ici, on n'a aucune idée qu'on fume devant le studio d'enregistrement. Et super à l'aise, du coup on fait tous des photos avec, et puis le mec il repart, il continue le bout de l'allée et il va faire son enregistrement. Voilà. Moi j'y crois à cette histoire. Ouais, bah, c'était Moi facile. j'y crois à cette histoire. Bon, j'aurai au moins 2 points. Bah les enfants, j'ai perdu. Hein. J'ai chanté sous hélium. La vidéo sera d'ici quelques jours. On a hâte. Hâte. Restez connectés. En tout cas, Léa, merci d'être venue. Lola, purée, non mais en fait son gage ça aurait dû être copié 100 voire 200 fois mon prénom sur une feuille. Je tiens beaucoup à mon prénom. J'ai rien contre les Léa, mais moi c'est Lola. Lola. En tout cas, Lola, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de te Je sais rencontrer. pas si je te remercie, Marc. Moi, je viendrai te voir à ta résidence. Ouais, et puis si je peux me permettre, l'idée aussi que j'ai pas développée, c'est que durant la résidence, vu que le 59 Rivoli, c'est un lieu public et un lieu de passage où nous, les artistes, communiquons, enfin, créons du lien avec les gens qui passent. L'idée, c'est aussi à tous les fumeurs de Paris de venir me léguer vos paquets de feuilles vides, vos paquets de cigarettes, enfin tout ce qui peut vous faire penser de près ou de loin à la fume, que ce soit un briquet, enfin je ne sais quel objet, les boîtes, les anciennes rouleuses, parce que du coup l'idée c'est que je détourne tous les objets, tout l'univers du tabac, du fumeur,
Donc l'idée c'est aussi qu'il y a un échange et donc pourquoi pas moi vous échanger une œuvre contre un objet que vous me léguez. Voilà, avec plaisir de vous y retrouver. Le message est passé. Je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour une année bien excitante. Et promis, l'année prochaine, je connaîtrai les bonnes adresses et les bonnes adresses et les bons prénoms. Bonne soirée et à bientôt dans l'Instant Paillette. Salut!